Bonsoir. Antisportif primaire, ne partez pas, écoutez ce que j'ai à vous dire. J'ai envie de vous montrer en quoi ce sport magnifique, le football, est un jeu malgré tout éminemment politique. Donc quand je dis que le football est un sport magnifique, je veux bien parler de 4 équipes qui pour moi ont marqué l'amoureux de ce jeu que je suis depuis mon enfance. Le Brésil des années 1960 de Pelé, les Pays-Bas des années 1970 de Johan Cruyff, la France des années 80 de Michel Platini et aujourd'hui le Barcelone des années 2010 de Pepe Guardiola, l'entraîneur. Pourquoi j'adorais ces 4 équipes? Parce que c'était un football intelligent, créatif, fait avec des petits gabarits, collectif, avec malgré tout à chaque fois un joueur au-dessus du lot qui, parce qu'il était au-dessus du lot, tirait l'équipe vers le haut et faisait bénéficier de son talent extraordinaire l'ensemble du collectif. C'est ça que j'aimais dans ce football-là. L'autre chose était que ces équipes étaient totalement représentatives du pays pour lequel elles jouaient et que les peuples de ce pays avaient du plaisir et se reconnaissaient totalement dans le Brésil de Pelé, dans la Hollande de Johan Cruyff, dans la France de Michel Platini et dans aujourd'hui le Barcelone de Lionel Messi. Ils se reconnaissaient totalement dans cette culture et dans les joueurs qui composaient cette équipe. Tout le contraire de ce à quoi nous avons assisté en France, et c'est en ce sens que je vais vous expliquer pourquoi le football est éminemment politique, tout le contraire de ce à quoi nous avons assisté en France à partir des années 2006 sous le règne de Raymond Domenech. Raymond Domenech a fait de la politique, il a fait la politique de la diversité au profit de l'équipe de France et d'une culture politique qui s'appelle la préférence immigrée. Les Français ont constaté pendant les 6 années où Raymond Domenech a été au pouvoir que l'équipe de France s'est lentement transformée jusqu'à ce que nous voyions des photos où il n'y a plus qu'un Français d'origine européenne, parfois 2, et sinon essentiellement des joueurs issus de l'émigration postcoloniale. Là où ça s'aggrave, c'est quand le seul Français de culture européenne s'appelle Franck Ribéry, et qu'il est le plus assidu, puisque c'est un nouveau converti à l'islam, dans des démonstrations de prières musulmanes avant les matchs, qu'il est celui qui, dans l'équipe de France, on l'apprendra par la suite, impose les repas halal, qu'il est celui aujourd'hui dont on sait qu'il a appelé son fils glaive de l'islam, et qu'il est celui qui a institué un climat particulièrement délétère, notamment en bizutant un joueur, Yoann Gourcuff, qui avait l'inconvénient sans doute d'être trop bien élevé à ses yeux et peut-être d'avoir des préférences sexuelles qui ne sont pas forcément les mieux vues dans le milieu du football français. Donc, nous avons eu cette catastrophe en 2010 de voir cette équipe de France en Afrique du Sud, que tous les bobos nous expliquaient comme étant celle de la France de demain, exploser en plein vol par une grève ridicule et surtout une élimination grotesque dans un groupe où elle était largement favori et où nos joueurs ont dû rentrer piteusement en France, éliminés au premier tour, sous protection policière, parce que les Français, tellement scandalisés, voulaient les attendre à l'aéroport et leur réserver le sort qu'ils méritaient. Alors, fort de ça, et c'est en ce sens que je vais continuer à démontrer que le football est éminemment politique, il y a quand même des personnes qui se sont mis à réfléchir dans le football français et qui, notamment partant de l'exemple de Barcelone, où vous avez des tout petits gabarits qui jouent bien au football, technique, intelligent, collectif, se sont mis à réfléchir sur la culture du football français depuis ces 20 dernières années, où il y avait ce qu'on appelle dans le jargon populaire la préférence des gros blacks. La préférence des gros blacks, qu'est-ce que c'est? Ça voulait dire qu'on jouait dès les centres de formation le gabarit, la puissance physique, au détriment de l'intelligence et des joueurs plutôt fins, plutôt techniques. Par exemple, dans les critères de recrutement, un joueur comme Lionel Messi, des joueurs comme Xavi, des joueurs comme Iniesta qui font le bonheur et les beaux jours de Barcelone n'auraient jamais été pris. Parce qu'ayant des critères physiques qui ne correspondaient pas. Un Giresse qui était un tout petit bonhomme de 1,60 m, un Jean Tigana qui était un tout petit bonhomme d'1,60 m, n'aurait pas davantage été pris. Donc vous avez un directeur technique national qui s'appelle François Blacquart, qui commence à réfléchir à cette donnée,
qui réfléchit également à la double nationalité de nombreux joueurs dans les centres de formation qui, issus de l'immigration postcoloniale, ont la nationalité française, mais également une nationalité d'un pays africain, et qui, par opportunisme, choisissent très souvent, alors qu'ils ont été dans les centres de formation français, qu'ils ont été dans les équipes de France de jeunes, choisissent très souvent de devenir international algérien, international marocain, international camerounais, plutôt que de continuer à jouer pour l'équipe de France parce qu'il c'est plus difficile d'être international là. Vous avez donc François Blacquart qui réfléchit à ça, qui crée une réunion spéciale de toute la direction technique nationale, un directeur technique du 93 qui s'appelle Belkacemi enregistre ses propos, les coupe d'une manière particulièrement manipulatrice et fait parvenir ça à la direction de la fédération qui, hasard, le texte finit chez Edoui Plenel et Mediapart. Vous avez donc une campagne de presse relayée par Lilian Thuram, relayée par Yannick Noah, selon lesquelles, bien évidemment, le football français et sa direction seraient éminemment racistes. On est raciste, hein, il y a 10 joueurs de couleur sur 11. Vous regardez le championnat de France de football dans tous les clubs, c'est évident qu'il y a de moins en moins de joueurs d'origine européenne et de plus en plus de joueurs plutôt africains, parce qu'il y a aussi un rapport d'argent et tout. Mais malgré tout, le football est raciste. On arrive même à nous expliquer que c'est pas normal parce qu'il n'y a pas assez d'entraîneurs de couleur. Bref, il reste trop de blancs à les entendre dans le football français. Vous avez une campagne ignoble, relayée par tous les médias, et donc le directeur technique national est momentanément suspendu, simplement pour avoir réfléchi, en tirant les leçons de la catastrophe de 2010, pour avoir réfléchi à quelles leçons on peut tirer, comment on peut changer l'équipe de France, comment on peut mieux jouer au football, comment on peut s'inspirer de l'exemple de Barcelone. Racisme selon Edoui Plenel. Vous avez également dans ce football une instrumentalisation du racisme. Vous avez cette année à Auxerre un joueur qui s'appelle Chafny, qui n'est pas content d'une décision de l'arbitre, qui n'est pas content d'une décision du juge de touche, qui fonce vers le juge de touche et qui insulte grossièrement le juge de touche. Le juge de touche lui dit de s'en aller, immédiatement Chafny est expulsé par rapport à son attitude, et c'est le drame, il va accuser le juge de touche d'avoir proféré des injures racistes à son encontre. Pendant 2 jours, un journal comme l'Équipe relaie ça. Pendant 2 jours, vous avez le nom et la photo du juge de touche. Jusqu'à ce que tous les témoins que Chafny prétendait avoir se rétractent les uns après les autres en disant, certes il a dit brutalement de « tire-toi, dégage » parce qu'il l'insultait, mais il n'a jamais utilisé de propos racistes. Il y aura un espèce de deal, Chafny dira que peut-être qu'il a mal entendu et tout. Très clairement, Chafny a voulu instrumentaliser le racisme pour expliquer que s'il avait pété les plombs, c'est pas parce qu'il s'était conduit comme une racaille, mais qu'on l'avait provoqué. Le football est politique parce que c'est aussi l'argent roi. L'argent roi, c'est-à-dire que vous avez par exemple en Division 1 en France, le salaire moyen des joueurs de football professionnels, je dis bien le salaire moyen, est de 60 000 € par mois. Vous avez un joueur comme Nicolas Anelka, qui doit tout à la France, qui a été formé par des centres de formation au Paris Saint-Germain. C'est grâce à la France si aujourd'hui il gagne des millions et des millions d'euros. C'est grâce à la France s'il a eu une formation. C'est grâce à la France s'il a appris à jouer au football. Aujourd'hui, ce garçon-là, ultra milliardaire, tel un bon libéral, explique qu'il ne joue pas au football pour payer 50% d'impôts. Lui, c'est pas Hollande et 75% pour les grosses fortunes. Hein. C'est même 50%. Et il explique que puisque la France lui demande de payer 50% de ses impôts, des milliards quand même, hein, eh bien, il n'ira plus jamais jouer en France et il crache sur notre pays, disant qu'on a un problème avec l'argent et que l'argent doit être roi. Je voudrais vous parler également football, Union européenne et disparition des nations. Michel Platini, j'aime beaucoup Michel Platini pour ce qu'il incarnait comme joueur, j'aime bien l'homme aussi. Donc Michel Platini s'est interrogé sur le fait que dans de nombreux clubs, vous avez aucun joueur du pays d'origine. Par exemple, vous avez en Grande-Bretagne, vous pouvez avoir des grandes équipes anglaises, vous n'avez pas un joueur anglais. Ça a posé un petit problème à Michel Platini qui s'est dit quand même, ça veut dire que c'est une culture de l'argent roi, c'est pas très bon, ça veut dire que c'est une disparition quand même de tout ancrage local, de tout ancrage national et tout. Et Michel Platini a proposé à l'Union européenne que sur un terrain de football, il doit y avoir une majorité, 6 joueurs sur 11, issus du pays d'origine. Je trouvais l'idée excellente.
L'Union européenne a vu dans cette proposition une remise en cause de la libre circulation des travailleurs, une mesure protectionniste totalement incompatible avec les valeurs de libre circulation, avec les valeurs de libre concurrence, et régulièrement l'Union européenne refuse donc cette proposition qu'avait émise Michel Platini. Il n'y a que dans ce sport que les arbitres sont aussi maltraités par ses pratiquants. Sans l'autorité d'un arbitre, aucun sport ne peut fonctionner. Je peux vous dire par exemple qu'au handball, le premier qui conteste l'autorité de l'arbitre, dehors. Au basket, même chose. Au rugby, le premier qui conteste un arbitrage, la pénalité est avancée de 10 mètres. Il conteste encore 10 mètres. Il conteste encore dehors 10 minutes. Au football, c'est réellement l'impunité totale. Les entraîneurs, les joueurs, les bancs de touche passent leur temps à intimider et à faire pression sur l'arbitre sans qu'il n'y ait de réaction des autorités pour protéger les arbitres. Et au contraire, ça se termine toujours par des relais, des campagnes de presse contre l'arbitrage. Alors, je ne peux pas ne pas vous parler du Qatar, du rôle du Qatar aujourd'hui dans le football professionnel français mais européen. Disons-le très clairement, le Qatar, pays islamiste, allié de l'Arabie Saoudite, pays qui a instrumentalisé tout ce qu'on a appelé les révolutions arabes, le Qatar a aujourd'hui acheté le football français. Il a acheté le football français, c'est-à-dire qu'il a obtenu les droits télévisés pour 3 ans à partir de l'année prochaine. Donc vous allez avoir une chaîne Al Jazeera qui va être dirigée par Charles Bietri. Il y a besoin de 100 journalistes. Aujourd'hui, il y a déjà 500 candidats. Charles Bietri a les moyens d'une exigence et je peux vous dire que l'argent va tomber. Le Qatar a investi des milliards dans le Paris Saint-Germain. C'est clair que le Qatar devient le maître du football français pour 3 ans, avec tout ce que ça peut signifier. Généralement, il y a toujours un retour sur investissement qui est demandé. Alors, dans une semaine maintenant, vous allez avoir le début de la Coupe d'Europe des Nations de football. Et donc la France, dirigée maintenant par Laurent Blanc, est qualifiée. Eh bien, j'espère avoir tort, mais je crains que nous n'ayons affaire, encore une fois, à une équipe de France qui, certes, n'a plus la même coloration, disons-le comme ça, que sous Domenech, et qui paraît un petit peu plus équilibrée. Malgré tout, chose invraisemblable, Franck Ribéry, malgré toutes ses frasques, est toujours dans cette équipe de France. Patrick Evra, qui était le capitaine du mouvement de grève de 2010, qui a fait rire le monde entier au détriment de l'équipe de France, est toujours là. Benzema est un remarquable joueur qui joue au Real Madrid, qui est né en France de parents algériens. Mais quand Benzema parlait de l'équipe de France, il expliquait que l'équipe de France était le pays de son choix footballistique et de sa carrière, mais que le pays de son cœur, c'était l'Algérie. Exactement comme un Zidane, quand il parlait de l'équipe de France et d'un France-Algérie, expliquait qu'il aurait préféré un match nul, autrement dit qu'il était autant français qu'algérien et pas avant tout français. Ce que je crains, c'est que nous voyons, lors des hymnes nationaux, eh bien que nous voyons des joueurs qui ne chantent pas la Marseillaise. Des joueurs qui certes sont des milliardaires, des bons joueurs, mais qui n'aiment pas la France, qui n'aiment pas leur équipe, qui n'aiment pas le maillot, qui n'ont pas envie quelque part de mouiller le maillot pour l'amour du pays et pour l'amour du peuple qui les regarde. Je vais vous citer un exemple. Alors on va dire que les Serbes sont souvent des gens qui en Europe sont considérés comme des pestiférés. Mais l'équipe nationale serbe, qualifiée également pour la prochaine Coupe d'Europe, vient d'exclure un de ses joueurs, parenthèse d'origine musulmane, très bon joueur par ailleurs de l'équipe. Il se trouve que ce joueur refusait de chanter la Marseillaise, refusait de chanter l'hymne national serbe. Les Serbes n'ont pas plaisanté. Tu veux pas chanter l'hymne? Dehors. Regardez un petit peu les autres équipes, regardez l'équipe de France féminine, qui émerveille les Français qui ont découvert le football féminin à travers elle. D'abord, pas du tout de culture de triche. Une équipe de France qui ressemble à ce qu'est la France aujourd'hui. Une équipe de France où les joueuses chantent la Marseillaise à tue-tête, où il y a vraiment une solidarité, un plaisir de jouer. On sent quand même que le plaisir l'emporte sur les intérêts mercantiles. Regardez les athlètes de l'équipe de France d'athlétisme. Regardez les nageurs.
Regardez les joueurs de France de rugby, regardez les joueurs de France, les joueurs de l'équipe de France de handball. Mais tous, c'est à tue-tête la Marseillaise. Et pourtant, dans cette équipe, il n'y a pas que des Blancs. Il y a des personnes qui représentent la diversité de la France. Mais ils se reconnaissent derrière les valeurs de la France. Ils se reconnaissent derrière un drapeau. Ils se reconnaissent derrière un hymne national. Ils se reconnaissent dans une culture. Ce qui n'est absolument pas le cas de l'équipe de France. Eh bien, moi, c'est pour cette raison que, amoureux du beau football, amoureux réellement d'un Barcelone, eh bien, je ne regarde plus l'équipe de France de football depuis à peu près 4 ans. Bonne soirée.